Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc le rendez-vous de l'actu. Faut-il reprendre la réforme des retraites présentée par Carole et moi-même? Avant de commencer, nous tenions à remercier le centre de documentation de l'EN3S pour son aide, ainsi que l'ensemble de l'EN3S pour l'accompagnement et notamment sur l'accompagnement technique qui a changé au dernier moment. Donc, Jean Castex, nouvellement nommé Premier ministre, affirmait clairement sa position en affirmant qu'il souhaitait régler à court terme le dossier des retraites. En effet, cette crise sanitaire a conduit à mettre entre parenthèses la réforme et on a changé irrémédiablement le contexte dans lequel elle s'insère, notamment par une dégradation importante des équilibres financiers actuels et futurs du système de retraite, à bien une perte de ressources importantes dans un contexte social dégradé. L'assurance vieillesse est le premier poste de dépenses de prestations sociales. Aujourd'hui, c'est plus de 310 milliards d'euros qui permettent de garantir les revenus de remplacement de 17 millions de retraités. La réforme dont on parle aujourd'hui est de nature différente des précédentes et porte en elle une ambition universelle qui vise plus de justice sociale et la pérennisation financière du dispositif. Elle a été annoncée par le président Macron dès son élection et les premières négociations avec les partenaires sociaux ont eu lieu au printemps 2018. 2 ans après douloureuse contestation sociale et politique, la crise sanitaire est venue stopper la réforme sur les bancs de l'Assemblée nationale. Alors même que la réforme des retraites a été remise en question par la crise sanitaire, dans quelle mesure le contexte socio-économique d'aujourd'hui permet-il de légitimer sa reprise ? Nous verrons ainsi dans un premier temps que la réforme des retraites a été remise en cause par la crise sanitaire, avant de voir dans une seconde partie que cette réforme est à repenser à l'aune des perspectives post-crise. Les origines de la réforme. Le candidat Macron écrivait en 2017 : les différents régimes doivent être regroupés pour construire progressivement un régime universel. La retraite ne devrait pas dépendre du statut, mais du travail réellement réalisé. Avec 2 ambitions, créer un modèle plus juste et pilotable. Plus juste par la création d'un système universel dans lequel 1 € cotisé donnera les mêmes droits pour tous. Pilotable par un pilotage quasi automatique qui permettrait de garantir cet acquis social dans la durée en jouant sur la valeur du point. C'était l'annonce de la réforme universelle des retraites. Un système qui n'est plus à prestation définie, mais à cotisation définie. Je passerai la parole à Pierre pour nous parler des grandes lignes du projet de loi. Merci Carole. Tout d'abord, une constante, donc la conservation d'un régime par répartition obligatoire, assurantiel, contributif et le maintien d'un dispositif de solidarité. Comme mesure phare, bien évidemment, la suppression des 42 régimes de retraite de base et complémentaires, dont les régimes spéciaux et autonomes, pour la création d'un dispositif par points. Les pensions dépendront ainsi de la valeur d'achat du point, de la valeur de service de celui-ci, ainsi que d'un âge d'équilibre. La valeur du point pourra être réajustée, mais elle ne pourra pas baisser et sera réévaluée en fonction non pas de l'inflation, mais de l'évolution des salaires. Sa mise en œuvre était prévue pour 2025 à partir de la génération 1975. Une notion d'âge d'équilibre était par ailleurs prévue pour permettre l'application d'un malus en cas de départ plus tôt à la retraite et un bonus en cas de départ plus tard. La réorganisation de la branche vieillesse était également à l'ordre du jour avec la création d'une caisse nationale de retraite universelle dès cette année, avant, en 2025, la fusion de la CNAV et de la GERCARCO. Du côté des dépenses, des règles d'or avaient été fixées, notamment de caper les dépenses de retraite à 14% du PIB en en réservant 25% pour la solidarité et autre règle d'or d'arriver à un régime de retraite à l'équilibre sur une période de 5 ans. Cette réforme a toutefois généré de nombreuses contestations que Carole vous exposera. Oui, tout à fait, Pierre. Tout d'abord, le climat très
sociale très dégradée, fin de l'année 2018, début 2019, suite au mouvement des Gilets jaunes, laissait envisager un terrain propice à la contestation de la réforme. Il y a également un questionnement sur la méthode, avec un gouvernement qui a privilégié la concertation directe avec les Français plutôt qu'avec les partenaires sociaux. La question du financement est venue polluer les débats par son introduction tardive. Par ailleurs, le Conseil d'État a pointé du doigt la faiblesse de l'analyse d'impact qui suit le projet de loi, notamment au regard du coût de la réforme. La solidarité entre les régimes a elle aussi été mise à mal. Les régimes spéciaux et autonomes ont des règles propres auxquelles ils sont attachés. Il y a eu des craintes de les perdre sans contrepartie. Des inquiétudes qui ont été accrues pour les régimes qui avaient mis de côté des réserves financières. Ainsi, en fin d'année 2019, l'annonce du projet de loi a cristallisé les oppositions qui ont été marquées par des grèves inédites dans le domaine des transports et a amené le gouvernement à faire des concessions par catégorie sociale, rendant son projet de moins en moins universel. La réforme est suspendue par le président le 16 mars à l'annonce du confinement. Cette réforme, le gouvernement a montré sa volonté de la reprendre après le confinement, probablement en début d'année 2021. Toutefois, son opportunité est à questionner. Je passe la parole à Pierre qui nous parlera de l'impact de la crise sanitaire sur la réforme. Effectivement, Carole, son opportunité est remise en question, notamment par les conséquences financières de la crise sanitaire sur le système de retraite, qui sont d'une ampleur très forte, comme le démontre le Conseil d'orientation des retraites. Les dépenses sont prévues en baisse de 500 millions d'euros, mais aussi et surtout, ce sont les recettes qui, elles, sont en forte chute de l'ordre de 30 milliards d'euros. Par ailleurs, un contexte socio-économique dégradé justifie sans doute d'autres priorités. Ainsi, les nombreux plans sociaux et à venir font que l'ensemble des syndicats, en allant de la CGT au MEDEF, en passant par la CFDT, sont unanimes sur le fait d'aborder en priorité les questions de l'emploi et de la relance. Par ailleurs, cette réforme, son opportunité est questionnée de par ses insuffisances structurelles. Nous notons ici la remise en cause de la règle d'or, de caper les dépenses de retraite à 14% du PIB. L'application stricte de cette règle conduira à une baisse des pensions des retraités, car cette année, par contraction du PIB, les dépenses de retraite vont s'élever à 15,5% du PIB selon le corps. Par ailleurs, cette réforme, donc l'application de cette règle empêcherait le système de retraite de jouer son rôle d'amortisseur économique et de maintenir le niveau de vie des retraités ainsi que leur capacité à consommer. Par ailleurs, cette réforme contient, selon les propos de l'économiste Philippe Askenazi, un objet statistique non identifié pour se référer au revenu moyen d'activité par tête, qui est censé constituer l'indicateur d'adossement de la valeur du point dans le futur système. Également, élément central pour nous de remise en cause de l'opportunité de la réforme est la dégradation prévisible du niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs à l'horizon 2070, comme vous pouvez le voir sur le graphique à l'écran. Cette dégradation est une inversion historique de cette tendance haussière du niveau de vie des retraités depuis dans ces dernières années. Par ailleurs, les pays européens qui ont adopté un système similaire, l'exemple de la Suède, ont des résultats concordants avec ces projections du corps. L'évaluation du système de retraite suédois qui a été fait par trois économistes de la Commission européenne, a montré que le niveau de vie des retraités suédois avait baissé de 25% et pointé un taux de pauvreté des retraités 2 fois supérieur à celui des retraités français. Ainsi, malgré les insuffisances structurelles de la réforme et la pression syndicale pour aborder d'autres thématiques, le gouvernement semble déterminé à faire avancer sa réforme. Celle-ci sera donc ainsi remise sur le métier d'ouvrage, avec toutefois, en apportant toutefois des modifications substantielles, notamment sur des éléments de justice sociale et sur les générations concernées par la réforme. Ces amendements, toutefois, ne conduisent pas à l'économie de penser d'autres chemins de réforme pour notre système de retraite.
Nous allons voir dans un premier temps comment on peut amender la réforme tout en conservant son essence initiale. Parce que cette réforme a été voulue par les Français. Une étude réalisée pour les Échos en début 2019 montrait que 64% des sondés y étaient favorables. Pour autant, il va falloir l'adapter au contexte de sortie de crise, notamment par rapport aux perspectives financières. Fin 2019, le corps estimait le déficit de la branche entre 8 et 17 milliards à l'horizon 2025. En juin 2020, le déficit prévisionnel pour cette année est de 30 milliards. Il va falloir également articuler cette réforme avec le projet de loi de création du risque dépendance, intimement lié à celui de l'assurance vieillesse. Le projet de loi a été bâti à partir du rapport Grand âge et autonomie de Dominique Libault, ainsi que du rapport Vacher, chargé de la préfiguration de la création d'une 5e branche. Cette branche devra être autonome tout en s'articulant avec les autres branches de la sécurité sociale afin de trouver un équilibre entre le financement de l'autonomie et de la retraite. Par ailleurs, reprendre cette réforme en apaisant le climat social est une des voies privilégiées par le gouvernement. Et pour cela, il souhaite mettre en avant notamment la clause du grand-père. Celle-ci implique que les générations concernées par la réforme seront celles qui entreront sur le marché du travail au moment où cette réforme sera adoptée. Cette proposition retient la faveur des syndicats réformistes et aurait pour conséquence de simplifier l'application de la réforme des retraites. Cette option a par ailleurs déjà été retenue par le passé dans d'autres réformes. Je pense ici par exemple à la fin de l'embauche sous statut à la SNCF qui a pris fin début 2020. Cette proposition permettrait d'augmenter l'acceptabilité de la réforme par les Français. Toutefois, elle ne résout pas la question du rétablissement de l'équilibre financier qui, lui, devra se faire selon les règles actuelles par notamment une réforme paramétrique. Dans le contexte économique et social dégradé, la réforme aussi devra s'appuyer sur des éléments de justice sociale pour améliorer son acceptabilité. Reprenons les principales mesures de justice sociale du projet de loi. Pour améliorer les petites pensions, le gouvernement a décidé d'aligner le minimum retraite à 85% du SMIC pour une carrière complète pour tous. Le cumul emploi-retraite permettrait dorénavant d'obtenir de nouveaux droits à la retraite pour compléter sa pension. Pour protéger les femmes qui ont eu des carrières hachées, notamment en raison de la maternité, la majoration de la pension est prévue dès le premier enfant. Pour protéger les plus fragiles, 2 mesures. Le maintien des conditions de départ anticipé à la retraite pour les travailleurs en situation de handicap, les invalides, les carrières longues, et en intégrant également les droits acquis sur le compte personnel de prévention. Le maintien de la pension de réversion devra garantir 70% des revenus antérieurs du couple à partir de 55 ans. Mais comment aller plus loin pour préserver le niveau de vie des retraités sur le moyen terme sans sacrifier l'équité intergénérationnelle? Je passe la parole à Pierre. Merci Carole. Ainsi, dans cette partie, nous allons envisager des voies alternatives pour concilier l'objectif d'équilibre à long terme du système et le maintien du niveau de vie des retraités. Donc, notre objectif global est d'augmenter les ressources du système, avec en premier lieu d'augmenter ces ressources qui sont en lien avec les dépenses de retraite. En première piste, nous avons envisagé donc de faire évoluer la taxation sur les successions, soit les droits de mutation à titre gratuit, car dans notre pays, les transmissions de patrimoine vont augmenter, car la population vieillit et car les patrimoines ont progressé. Une piste serait ainsi d'augmenter le rendement de cet impôt, et qui est estimé en hypothèse basse entre 3 et 4 milliards d'euros. Par ailleurs, limiter la suppression de postes de fonctionnaires serait aussi une autre voie de générer de ressources pour le système de retraite, car les fonctionnaires contribuent fortement au financement du système de retraite par un taux de cotisation de l'État employeur qui est très important. Ainsi, à horizon 2020,
l'annonce de 90 000 suppressions de postes de fonctionnaires conduirait à une baisse de 1,5 milliard d'euros de ressources. La valorisation du point d'indice de la fonction publique en lien avec l'inflation conduirait, elle, à une augmentation de ressources potentielle de 8 milliards d'euros. Et enfin, à court terme, Carole nous l'a déjà montré, un problème de déficit se fera jour. Et pour cela, les réserves des régimes de retraite pourraient être mobilisées, notamment le fonds de réserve des retraites qui possède des actifs qui s'élèvent à 34 milliards d'euros, l'Agirc Carco autour de 65 milliards d'euros, mais aussi les régimes de retraite complémentaires des non-salariés ont aussi d'importantes réserves. Et la vente de ces actifs pourrait permettre de résorber les déficits générés cette année par la crise sanitaire et également ceux prévus pour l'année prochaine. À présent, une autre voie est plus traditionnelle est de favoriser donc la hausse des recettes issues des cotisations et taxations, notamment en augmentant l'assiette des produits soumis à cotisation, notamment l'intéressement, la participation, l'épargne salariale, l'épargne retraite, qui pourraient rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros par an. Et enfin, la lutte contre la fraude, où 5 à 7 milliards d'euros de cotisations sont éludés chaque année selon les estimations de l'ACOSS. Je passerai à présent la parole à Carole, qui vous présentera des solutions qui se veulent résolument innovantes pour accroître les ressources tout en mobilisant l'ensemble de la protection sociale. Merci Pierre. Nous vous proposons un premier axe de réflexion qui vise à développer le lien entre fiscalité et santé publique. L'idée serait de développer la fiscalité et les taxations sur les produits nuisibles pour la santé, avec deux effets attendus: générer de nouvelles ressources et améliorer la santé publique. Une partie des ressources pourrait être ainsi affectée à la branche retraite et on pourrait enregistrer des baisses sur des dépenses de santé. Ces idées devront bien entendu être testées auprès des consommateurs et des industriels pour mesurer leur acceptabilité. Premier terrain d'application possible, l'agroalimentaire. Il s'agirait d'engager une véritable réflexion sur l'utilisation de l'outil fiscal dans le domaine agroalimentaire. En France, même si la fiscalité nutritionnelle, qui a pour objectif de lutter contre l'obésité et la malnutrition, a été mise en œuvre dans les années 2010, elle se cantonne à taxer les boissons sucrées. Une extension de son champ d'application aux produits trop gras, trop salés, pourrait être envisagée, à l'instar de pays d'Europe du Nord et de l'Est. Autre domaine d'application, la pollution de l'air. Il s'agit ici d'améliorer le rendement de la taxe générale sur les activités polluantes. La pollution de l'air en France, c'est 48 000 décès par an, selon Santé publique France. Il s'agit de la troisième cause de décès. Son coût a été évalué par le Sénat à 3 milliards d'euros par an pour la sécurité sociale, sans commune mesure avec le rendement de cette taxe, qui est seulement de à peine 60 millions d'euros. Une mesure qui est trop peu contraignante pour peser sur le comportement des industriels, qui coûte cher en dépenses de santé et réduit le nombre d'actifs cotisants en bonne santé. Le second axe de réflexion vise à favoriser le rapport actif-inactif en mobilisant l'ensemble des branches de la protection sociale. En effet, le ratio actif cotisant par retraité poursuit sa dégradation avec aujourd'hui 1,7 cotisants pour un retraité, ce qui pèse lourd dans le déséquilibre de la branche. Avant de développer plus avant, je vous remercie de bien vouloir considérer l'argumentaire qui va suivre comme une réflexion académique. L'assurance retraite, de quoi a-t-elle besoin? De ressources. Elle est encore financée essentiellement par les cotisations sur le travail. Elle a besoin d'actifs qui travaillent. Ainsi, nous mettrons à contribution les politiques de l'emploi en ciblant vers les publics les plus touchés par le chômage, les jeunes et les seniors, en gardant à l'esprit qu'un senior sur deux qui part à la retraite est sans emploi. Mais allons plus loin. Le système a besoin d'actifs en bonne santé, capables de cotiser toute leur carrière. Nous mettrons ainsi l'assurance maladie et les politiques de prévention à contribution.
Même si la prévention est au cœur de la stratégie nationale de santé du gouvernement, notre pays connaît un retard en la matière. Une véritable politique de prévention permettrait d'économiser 100 000 vies par an, dont une part de cotisants. Poussons l'idée jusqu'à son paroxysme et renforçons la lutte contre la mortalité prématurée, qui prive le système de ses forces vives. Je prendrai l'exemple du tabac, mais j'aurais pu prendre celui de l'alcool. Le tabac est responsable de 75 000 décès par an et 250 000 hospitalisations. Je vous laisse faire le lien en termes de dépenses de santé, mais aussi de cotisations perdues. Enfin, pour favoriser le rapport actif-inactif, il faut rajeunir la population et développer la natalité. En effet, en France, le taux de fécondité s'érode autour de 1,8 enfants par femme. Or, longtemps, la France s'est singularisée par des politiques familiales volontaristes, chères au sociologue Julien Damant. Ces dernières années ont vu une évolution de ces politiques par l'introduction de mesures de modulation des prestations en fonction des revenus. Nous préconisons le maintien de politiques familiales volontaristes, considérées comme un levier pour accroître le nombre de futurs cotisants et favoriser le retour à l'équilibre du système de retraite. Pour conclure, je passerai la parole à Pierre. Merci Carole. Ainsi, en définitive, l'enjeu de maintenir le niveau de vie des retraités dans un pays où la richesse n'a cessé d'augmenter est pour nous un enjeu fondamental face à un projet de réforme qui organisait une baisse conséquente de celui-ci, aggravée par la crise sanitaire. Cet enjeu, c'est aussi celui de respecter l'ambition initiale de notre système de retraite, tout en l'adaptant, alors si bien formulé par le ministre du Travail d'alors, Ambroise Croizat, pour que la retraite ne soit plus l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Nous vous remercions pour votre attention et pour votre écoute.